Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, en ce mardi 9 septembre, on reviendra bien évidemment sur le vote de confiance qui s'est déroulé hier à l'Assemblée nationale. Qui sera le prochain Premier ministre? C'est la question que tout le monde se pose. Analyse et décryptage du politologue Eddy Vautrin-Dumaine de l'Institut Verian France. Que pensent les chefs d'entreprise du climat politique actuel? Quelles conséquences sur la vie économique? Le point de vue d'un chef d'entreprise, Gilles Attaf. Il est le patron d'une association de chefs d'entreprise en faveur du Made in France. On lui demandera également son avis sur le mouvement Bloquons Tout à la veille de la mobilisation. Vous vous souvenez certainement de l'arnaque au faux Brad Pitt. Elle avait défrayé la chronique en début d'année. Eh bien, dans cette émission et à la fin de l'émission, je recevrai Anne de Neuchâtel. C'est elle qui a été arnaquée par des escrocs. On lui a extorqué plus de 800 000 € et puis beaucoup de moqueries également sur les réseaux sociaux. Elle revient sur cette incroyable histoire dans un livre qui vient de paraître. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Eddy Vautrin-Dumaine. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes politologue à l'Institut Verian France. 18h58 hier, la présidente de l'Assemblée nationale prend la parole et annonce le résultat du vote. Le vote de confiance ou de défiance envers le Premier ministre. 364 votes contre, 194 pour. La chute était quasiment annoncée, quasiment faite, mais le constat est sévère, non? Les votes sont sévères quand même. Le constat est sévère pour deux arguments. Le premier argument, c'est que de fait, y compris au sein de son propre camp, oui, François Bayrou n'a pas fait le plein de toutes les voix. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens au sein de la majorité présidentielle du bloc central qui ne lui ont pas accordé leur confiance. Et le constat est aussi sévère du côté de l'opinion. Les Français ne se faisaient pas de désillusions sur le fait que le gouvernement de François Bayrou allait tomber. Et du point de vue de l'opinion, alors même que justement il avait voulu faire de l'opinion un argument pouvant le faire rester à Matignon, l'opinion finalement n'a pas suivi. Et aujourd'hui, il reste le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République. Vous venez avec Verian dans le Figaro Magazine de publier justement le baromètre. On va le voir à l'image. Il est à 14% de popularité. 14% des Français lui font seulement confiance. C'est paru, et ça a retrouvé, c'était paru vendredi dernier dans le Figaro Magazine. Vous évoquiez un rétrécissement, c'est ça, du socle commun. Comment on l'explique ? Il y a plusieurs arguments qui font que François Bayrou aujourd'hui il était en difficulté, y compris au sein de son propre camp. Oui. D'abord, c'est sans doute l'échec d'une méthode, une méthode qui devait faire en sorte que la France ne soit pas immobilisée et qui devait créer du consensus, en tout cas trouver une voie de passage pour faire avancer le pays, pour faire passer des textes et trouver des majorités sur certains cas. Or, force est de constater, c'est ce que nous disent une partie de ses électeurs, il n'y est pas arrivé. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde notamment les chiffres en termes de confiance, mais aussi en termes de souhait, de dissolution, en termes d'accord avec ces mesures, François Bayrou, finalement, ne bénéficie plus de la confiance des Français qui pourtant au départ lui étaient favorables. Ils mettent en cause sa méthode, mais aussi sa capacité à écouter, à créer du dialogue avec les Français, mais aussi avec les autres forces politiques à l'Assemblée nationale. Et puis, ce qu'on peut noter sur le vote d'hier, c'est que la moitié des LR n'a pas voté la confiance aussi à François Bayrou. Effectivement, la situation elle est ambivalente pour les Républicains, parce qu'ils sont bien entendu à la fois aligné sur une partie de la politique et des mesures qui étaient annoncées par François Bayrou, notamment l'argument budgétaire est un argument qui porte auprès de l'électorat LR et qui porte pour une partie des députés LR. Mais l'enjeu aussi pour les députés LR, c'est de préparer les élections municipales, c'est de préparer aussi 2027 et de montrer finalement que LR n'est pas aligné complètement, en tout cas que LR n'est pas aligné sans condition derrière François Bayrou. Donc il y a aussi pour LR et pour les députés LR un impératif
impératif de montrer qu'ils sont capables d'être dans l'opposition, de jouer la différence, en étant aussi responsables, en tout cas notamment auprès de leur électorat plutôt âgé. L'idée étant de ne pas être embarqué dans le naufrage François Bayrou, en fait, c'est ça? Complètement, d'exister, et pour autant en étant dans une posture de responsabilité aujourd'hui et aussi demain, le cas échéant. Alors on le disait, donc la chute était annoncée, la question maintenant dans toutes les têtes: quel profil pour être Premier ministre? Est-ce qu'il s'agit d'un profil ou plutôt d'une équation? Parce qu'il faut sortir un peu les calculettes et être fort un petit peu en mathématiques, non, finalement, pour être Premier ministre aujourd'hui? Alors l'équation, elle est extrêmement compliquée parce qu'il y a d'une part l'opinion et puis il y a aussi la réalité et le rapport de force à l'Assemblée nationale. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a aujourd'hui une dichotomie entre les deux. C'est-à-dire que des Français aujourd'hui qui sont lassés, qui sont inquiets et qui finalement commencent à se tenir très à distance de ce qui se passe en politique et à l'Assemblée nationale notamment, finalement plébiscitent quand même d'abord et avant tout des personnalités de droite parce que leur ligne politique est plus lisible, plus évidente, et aussi parce qu'elle trancherait plus fortement avec la ligne jusqu'à présent défendue par François Bayrou. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avoir un Premier ministre de droite ou de gauche d'ailleurs, mais qui serait sans majorité à l'Assemblée nationale, finalement, ça ne ferait pas avancer le pays. Et les Français sont aussi bien conscients de cette situation-là. Et c'est pas parce qu'ils plébiscitent forcément Jordan Bardella ou Marine Le Pen, par exemple, à Matignon, qu'ils considèrent pour autant que Jordan Bardella ou que Marine Le Pen auront les mains libres pour faire ce qu'ils veulent à l'Assemblée nationale. C'est là où il y a une ambivalence du côté de l'opinion avec la réalité de l'Assemblée nationale et l'impossibilité aujourd'hui de faire voter des textes compte tenu du fait que personne n'a de majorité absolue ou relative d'ailleurs. Alors cette sortie du Premier ministre, ça fragilise évidemment Emmanuel Macron qui, dans votre baromètre, Verian du mois de septembre 2025 pour le Figaro Magazine, eh bien, signe une impopularité record. Effectivement, jusqu'à présent, François Bayrou protégeait ou servait de fusible à Emmanuel Macron. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est seul face aux Français et la défiance qui concernait d'abord et de manière plus poussée François Bayrou, on la retrouve aujourd'hui à l'égard d'Emmanuel Macron. Les Français, finalement, ne lui pardonnent toujours pas la dissolution, même s'ils considèrent qu'il n'est pas le seul responsable de la situation actuelle. Ils en veulent aussi beaucoup à l'ensemble de la classe politique qui n'a pas été capable de se mettre autour de la table et finalement de gouverner et de faire avancer le pays. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que jamais un président de la République n'a été aussi impopulaire depuis François Hollande, avec aujourd'hui plus des 3/4 des Français, 80% d'entre eux qui ne lui font pas confiance, plus 7 points par rapport à la vague précédente. Donc c'est un record et c'est du jamais vu pour un président de la République depuis François Hollande. Alors un président de la République qui devrait prendre la parole ces prochaines heures, ces prochains jours. Est-ce qu'il y a une attente particulière de la parole du président, de la part de l'opinion publique ? Elle est démonétisée aujourd'hui, la parole du président de la République. Je parlais tout à l'heure de fatigue, de lassitude. Ça concerne aussi justement la parole du président de la République. N'oublions pas que les Français lui en tiennent encore rigueur aujourd'hui. Ils le considèrent encore comme un responsable, même si ce n'est pas le seul. De l'instabilité via la dissolution. Exactement. Et finalement aujourd'hui, ce que nous disent les Français, c'est que en tout cas, ils doutent de la capacité qu'aura Emmanuel Macron finalement à faire avancer le pays et à faire sauter, si vous voulez, aujourd'hui le blocage institutionnel et politique du pays. Et ça se retrouve de manière assez nette aujourd'hui dans les enquêtes. Lorsqu'on demande aux Français justement si aucune majorité n'émergeait à l'issue de nouvelles élections législatives, vous avez aujourd'hui quasiment les 2/3 des Français qui considèrent qu'Emmanuel Macron devrait démissionner. Ce que ça montre concrètement, c'est que les Français considèrent qu'Emmanuel Macron est aussi une partie du problème. Alors la dissolution, vous y croyez, vous, à une nouvelle dissolution? Vous croyez à ce scénario pour à nouveau faire remettre la machine en route de l'Assemblée nationale? Sur le papier, d'un point de vue juridique, c'est possible. C'est possible. Depuis le mois de juillet. D'un point de vue politique, ça l'est aussi. Et les Français en sont aujourd'hui de plus en plus convaincus et considèrent que ça pourrait être un choix utile pour le pays. Mais le problème, c'est que lorsqu'on regarde justement les intentions de vote pour les prochaines élections législatives, le rapport de force en tant que tel ne serait pas bouleversé par de nouvelles élections législatives. Le RN continuerait a priori, et c'est à date, à arriver en première position. La gauche serait aussi dans le même étiage. Le bloc central, en revanche, perdrait énormément de députés, un peu au profit de la gauche et un peu au profit des Républicains. Mais
en tant que tel, lorsqu'on regarde les intentions de vote, ça ne permettrait pas, et ça ne permettrait à personne d'avoir une majorité relative et absolue, ce qui veut dire finalement qu'on n'est pas certain que ça permettrait de débloquer la situation de blocage politique dans laquelle on est aujourd'hui. La dissolution, c'est ce que demande le Rassemblement national, hein. Effectivement, avec une position qui est relativement ambivalente aussi pour le Rassemblement national, c'est que le Rassemblement national aujourd'hui, il se dit qu'il se doit d'incarner une alternance et une opposition franche à Emmanuel Macron et à François Bayrou. Et de fait, il considère aujourd'hui qu'une dissolution, ça serait la solution, parce que ça pourrait lui permettre d'arriver en première position, et donc il serait à nouveau dans une situation de rapport de force et potentiellement de pouvoir accéder à Matignon. Néanmoins, on n'est pas certain que le Rassemblement national ferait mieux. Et il faut aussi faire attention parce que du point de vue de leur électorat, on sait que la stratégie de la cravate du Rassemblement national, vous voulez dire de la notabilisation, du gage de respectabilité des députés RN a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. Et donc, il y a une ligne de crête qui n'est pas évidente pour le Rassemblement national, qui doit incarner une alternance, une opposition franche, et en même temps, ne pas oublier qu'il doit se positionner dans une posture constructive pour ne pas faire peur aux Français en tant que Rassemblement national, mais aussi pour incarner une réelle force d'opposition et d'alternance. Mais se positionner pour la dissolution, est-ce que la stratégie du Rassemblement national, c'est pas de montrer à son électorat qu'ils sont sérieux, ils prennent leurs responsabilités? Est-ce que néanmoins, il peut y avoir aussi un danger de pardon pour la familiarité, de se griller aussi? Effectivement, il y a un enjeu de respectabilité à conserver. Néanmoins, aujourd'hui, c'est sans doute le seul discours qui est aussi entendable de la part de l'électorat RN. Parce que ce que nous disent beaucoup d'électeurs RN, c'est qu'aujourd'hui, finalement, être dans l'opposition, c'est nécessaire, mais ça ne permet pas de régler les problèmes des Français et des électeurs RN notamment. Donc, être dans l'opposition, c'est bien, mais ce dont ont besoin aujourd'hui les électeurs du Rassemblement national et les sympathisants du Rassemblement national, c'est d'avoir des preuves, justement, de la capacité du RN à impulser des dynamiques, à impulser des décisions. Et là, aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure de le faire, alors qu'ils pourraient être, en tout cas, davantage en mesure de le faire dans l'hypothèse où ils arriveraient en force, en tout cas plus en force qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce que l'introduction de la proportionnelle dans un prochain scrutin, les législatives, est-ce que d'abord c'est une attente des Français et est-ce que ça pourrait faire bouger les lignes ? C'est une attente des Français parce qu'aujourd'hui les Français considèrent, et ce n'est pas uniquement le fait d'un mode de scrutin, mais ils considèrent qu'aujourd'hui l'Assemblée nationale ne permet plus de représenter la pluralité de l'offre et des opinions politiques en France. Donc oui, ça pourrait permettre de faire baisser le niveau de tension et aussi de faire sentir aux Français qu'ils sont davantage représentés à l'Assemblée nationale. Donc oui, c'est une attente, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que ça obligerait, et c'est sans doute l'une des vertus du scrutin proportionnel, les partis politiques à négocier davantage. Et or, aujourd'hui, avec un scrutin finalement... Donc ça a pas mal d'atouts. C'est à la fois répondre à une demande de plus de démocratie de la part de l'opinion publique et ça obligerait les partis politiques à plus négocier. C'est ce que vous dites. Exactement. C'est un scénario qui est envisagé à l'heure actuelle, qui est probable ou pas du tout ? Alors politiquement, c'est encore un scénario qui n'est pas envisagé par tous. On sait qu'il y a une partie des Républicains notamment qui est contre. On sait qu'à gauche, ça fait partie à gauche au RN et que François Bayrou aussi en avait parlé. Ça fera sans doute partie des cartes politiques qu'Emmanuel Macron pourra sortir. En tout cas, il ne lui reste pas beaucoup et ça fait partie sans doute des cartes qui lui restent. Des cartes qui lui restent. Le thème de la démission du président de la République, c'est un sujet qui monte de plus en plus. On a vu même Valérie Pécresse, Jean-François Copé s'en emparer. Vous êtes étonné de la montée de ce thème dans l'opinion publique aussi et dans la classe politique ? Finalement, assez peu, parce que comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à présent, les critiques, la défiance, elles concernaient d'abord et avant tout le Premier ministre. Ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron, à l'Élysée, était protégé, mais en tout cas, il était davantage qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, les premiers ministres se succédant, de fait, les Français le pointent de plus en plus du doigt face à cet immobilisme et cette incapacité de sortir de la crise. Donc oui, c'est pas étonnant finalement que ce sujet-là émerge. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les enquêtes d'opinion,
Lorsqu'on regarde à l'issue de la dissolution les chiffres sur une éventuelle démission d'Emmanuel Macron, finalement les Français ne voulaient pas. Y étaient défavorables parce qu'ils considéraient aujourd'hui que justement l'Élysée était un peu la garante des institutions, parce qu'elle incarnait un pôle aussi de stabilité, exactement la stabilité et le régalien face à une Assemblée nationale qui finalement n'arrivait pas à diriger le pays. Et aujourd'hui, finalement, les Français se rendent compte que ça ne suffit pas pour faire avancer le pays et que de fait, le problème vient aussi sans doute de l'Élysée, avec aussi le sentiment chez beaucoup de Français que Emmanuel Macron n'a pas tenu compte des résultats des précédentes législatives. Avec le sentiment donc qu'il faut sans doute renverser la table et que de fait, le problème vient aussi de l'Élysée et plus seulement de Matignon et de l'Assemblée nationale. Tout ça se passe dans un contexte de contestation, de manifestation sociale. On est à la veille d'un mouvement qui est en train d'émerger. On va voir ce que ça va donner demain, le mouvement Bloquons Tout. Il y a l'intersyndicale la semaine prochaine. La voie de passage pour Emmanuel Macron pour nommer un nouveau Premier ministre, elle est assez étroite et exacerbée en plus par ce contexte social, non ? Exactement, parce que sa parole, finalement, elle est assez peu performative. C'est-à-dire que les Français, aujourd'hui, ont du mal à le croire, ont du mal à le trouver légitime à prendre position sur un certain nombre de sujets, y compris sociaux, et surtout sociaux même, alors même que les conflits sociaux, les gilets jaunes, finalement, n'ont pas été réglés. On pensait qu'ils l'étaient, en tout cas, les Français pensaient qu'ils l'avaient été. Avec le sentiment finalement que rien ne change, que rien ne bouge, que les préoccupations qui sont les leurs continuent aujourd'hui de les interroger et de les préoccuper. Donc oui, la ligne de crête, elle est extrêmement compliquée pour le président de la République parce qu'il cristallise une partie de la véhémence et de l'opposition politique, mais il cristallise aussi une partie du ressentiment social dans la rue aujourd'hui. Donc effectivement, la ligne de crête, elle est extrêmement compliquée et extrêmement compliquée à trouver pour lui. Comment vous qualifiez le moment qu'on vit à l'heure actuelle, Eddy Vautrin-Dumaine ? Est-ce que certains parlent de crise parlementaire, certains parlent de crise de régime ? À vos yeux, comment qualifiez-vous ce moment qu'on vit actuellement ? Alors c'est une crise, à défaut d'être une crise politique, c'est une crise à minima du politique. Aujourd'hui, les Français n'ont plus confiance dans les politiques. C'est pas nouveau, mais ça devient de plus en plus... ça devient de plus en plus prégnant, ce qui à mon sens est relativement inquiétant. C'est-à-dire que finalement aujourd'hui, il y a un effet de distanciation et de contournement de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, à Beauvau et à Matignon, qui finalement peut-être, je trouve en tout cas moi, mortifère, parce que finalement, on ne met pas au débat les enjeux de société. On ne permettra pas aux Français de se positionner sur les grands sujets qui doivent être actés demain, la retraite, l'immigration, l'éducation, le modèle social, etc., etc. Et le problème, c'est qu'en n'apportant pas des solutions ou des alternatives sur ces sujets-là, finalement, on ne fait qu'entretenir la frustration, le mécontentement, voire même la colère. Et que de fait, lorsque la frustration, la colère, le mécontentement, finalement, commencent à être trop élevés, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir de la violence, qu'il peut y avoir des renversements de politique. Donc c'est à la fois la crise du politique qui, à mon sens, peut-être dangereuse, en tout cas pourrait l'être dans les prochains mois et les prochaines années surtout. J'imagine que vous allez donc suivre attentivement le mouvement Bloquons Tout et puis le mouvement lancé par l'intersyndicale qui se déroulera la semaine prochaine, tout ça dans l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Merci Eddy Vautrin-Dumaine d'avoir été en direct avec nous et puis tous nos téléspectateurs peuvent retrouver bien sûr votre baromètre vers Riom du mois de septembre dans la dernière édition du Figaro Magazine. Merci d'avoir été avec nous. La démission du Premier ministre et l'instabilité politique qui en découle a des répercussions économiques. Qu'en pensent les patrons justement à la veille d'un mouvement social ? Gilles Attaf est l'un d'eux. Il est le président de l'association Origine France Garantie. Il sera sur notre plateau dans un instant. En attendant, je vous propose d'écouter Laurent Wauquiez qui a évoqué hier l'impact de cette instabilité politique sur la vie économique justement. L'instabilité politique pour ceux qui s'amusent de tout cela. Vous feriez bien de vous rappeler à quel point c'est un poison économique. Il y a dans le même temps ici où, pendant que sur l'Assemblée nationale, certains s'amusent de tout cela, cherchent à en profiter, utilisent des invectives et des cris qui tiennent maintenant lieu de délibération en vue du bien commun, il y a dans notre pays des artisans, des commerçants, des professions libérales, des entreprises, des salariés qui, eux, savent le prix que l'on paye quand on déstabilise économiquement notre pays et ses institutions. Et tous les Français en payent les conséquences.
Bonjour Gilles Attaf. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue sur le Figaro TV. Vous êtes président de l'association Origine France Garantie. C'est une association de chefs d'entreprise pour la promotion et la défense des produits fabriqués en France. C'est une association qui existe depuis 15 ans. Vous en êtes le président depuis 2021 et vous êtes par ailleurs un chef d'entreprise dans le domaine du textile. Qu'est-ce que vous avez fait hier après-midi? Vous avez suivi, vous, le discours du Premier ministre, les différentes prises de parole à l'Assemblée nationale ou pas du tout? Alors je les ai suivis un peu, mais vous savez qu'on a un événement avec Origine France Garantie, puisque après-demain, on fait notre plage aux entrepreneurs. À Arcachon, on reçoit 500 entrepreneurs, donc j'avais beaucoup de travail, mais j'ai quand même suivi, bien sûr, parce que pour nous, c'était très important, parce qu'on sent qu'il y a une vraie... au sein d'Origine France Garantie, alors vous avez rappelé que c'est une association, c'est une certification qui a été lancée par mon prédécesseur Yves Gégaud, qui garantit qu'un produit est bien fabriqué sur le territoire français. Donc, vous voyez, nous, on a vraiment matière à expliquer qu'il faut continuer à reproduire sur le territoire français. Donc, l'inquiétude, on la ressent chez nos adhérents. On va y venir, on va en parler. J'ai eu alors je ressens beaucoup de lassitude en ce moment de la part de nos entrepreneurs. On va parler du moral des entrepreneurs que vous côtoyez. Mais pour revenir hier, qu'est-ce que, dans le temps que vous avez pu accorder, en plus de votre travail, qu'est-ce que vous avez écouté un petit peu l'Assemblée nationale? Vous avez peut-être écouté un peu le Premier ministre, enfin l'ancien Premier ministre. Qu'est-ce qui vous a surpris, étonné? Qu'est-ce que vous avez retenu? François Bayrou a fait une longue exposition, un long constat. Il a parlé d'une insupportable hémorragie, un réel qu'on ne peut pas effacer, un pronostic vital de la France engagée. C'est des formules, des phrases, un constat avec lequel vous êtes d'accord, vous? Alors oui, c'est un constat qu'on fait tous. Moi, je désespère un peu parce que je pense qu'on ne peut pas continuer à faire uniquement un constat. Donc, le constat, il est là, on l'a bien tous compris. Maintenant, diriger un pays par la peur, c'est quand même très compliqué. Ça ne redonne pas une vision. Vous trouvez qu'il faisait trop peur, en fait, François Bayrou, dans son exposition du constat? Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet. On a besoin de retrouver de l'espoir. Les entrepreneurs ont besoin d'avoir une vision. La grande problématique du moment, c'est qu'il n'y a aucune vision sur le temps long. Que les politiques, vous savez, on ne peut pas avoir une vision sur le temps long. Ça ne se décrète pas entre deux élections, une vision du temps long. Et les politiques sont toujours entre deux élections. Et donc, du coup, c'est de la communication. On essaye de faire passer des choses par la peur. Et moi, je trouve que c'est très contre-productif. Il faut avoir une vision pour pouvoir embarquer le pays. Et les entrepreneurs sont là, ils se mobilisent, justement. Alors, c'est drôle parce qu'il y a à la fois de la lassitude, il y a de l'inquiétude, mais il n'y a aucun renoncement des entrepreneurs. Ils ont envie de montrer qu'ils sont là, qu'ils tiennent le pays. Et pourtant, Dieu sait qu'on est coincé entre le dumping chinois, le protectionnisme américain, tout ce qu'on doit aujourd'hui faire. Ils ont été très résilients quand même de ces derniers temps, les entrepreneurs, depuis toutes ces années. Il a fallu la Covid, la guerre en Ukraine, tous ces éléments sur l'énergie qui ne redonnent pas de la compétitivité à nos entrepreneurs. Donc il y a de la lassitude, mais il n'y a aucun renoncement. Et c'est ça qui est absolument incroyable, ces entrepreneurs aujourd'hui. Peut-être que la voix des entrepreneurs, c'est la nouvelle voix. Moi, je pense que les politiques aujourd'hui sont difficilement audibles. Et moi, ça m'inquiète beaucoup. Les politiques sont plus audibles, même si certains peuvent avoir des... qu'ils soient inaudibles? Parce que je pense que les politiques doivent porter des projets, des visions, c'est ce que vous dites. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les clivages idéologiques, on crève d'idéologie, et du coup, on passe d'un état à un autre, et l'entrepreneur a besoin de stabilité, il a besoin de savoir où il va. Vous savez, une entreprise, ça ne peut pas se gérer au jour le jour. Vous parliez justement du temps des entrepreneurs. Investir, vous êtes dans un temps plutôt long. C'est quoi? Vous avez besoin de visibilité à 5 ans, vous les entrepreneurs, c'est ça? Oui, à minima. Je veux dire, encore une fois, comment voulez-vous prendre des décisions? Un entrepreneur, il doit prendre des décisions tous les jours. Si on ne peut pas exactement savoir si on peut investir parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on a besoin d'avoir vraiment une stabilité qui nous permette effectivement de pouvoir relancer la machine. Vous savez, c'est grave. Notre pays aujourd'hui, il est désindustrialisé. Moi, je pense que tous les maux de notre société viennent de la désindustrialisation de notre pays, des territoires. L'ascenseur social est complètement en panne parce qu'on ne produit plus. Il faut retrouver l'envie de produire, la fierté de produire. On nous a tellement vendu que l'atelier du monde serait en Chine et que la France serait un pays tertiaire. Voilà, aujourd'hui, il faut qu'on retrouve notre liberté parce que produire, c'est la liberté. La souveraineté, c'est la liberté de faire ses choix et de ne pas être dépendant des États-Unis qui nous demandent d'investir 600 millions d'euros sur le territoire
laboratoire américain alors que notre balance commerciale est déjà ultra déficitaire. Enfin, il y a des vrais sujets de souveraineté qu'il faut prendre en compte. Et je pense que les entrepreneurs français sont là pour relever le défi. Là, pour relever le défi, il pourrait même vous conseiller à Emmanuel Macron de nommer un chef d'entreprise à la tête de Matignon, à la tête de la France? En tout cas, de les écouter. Hein. Vous avez reçu Pierre Gattaz il n'y a pas longtemps, qui a sorti un magnifique livre avec 30 mesures très intéressantes, parce qu'il y a une vraie vision, et puis il y a une vision qui embarque tout le monde. Enfin, on est tous d'accord pour dire que le travail doit plus payer, hein. On doit mieux rémunérer, on doit pouvoir avoir un projet de vie, un projet professionnel. Et donc pour ça, il faut effectivement prendre des décisions qui doivent être courageuses. Et je pense que les entrepreneurs savent prendre des décisions courageuses. Peut-être que c'est un choix. Qu'est-ce qui pèse le plus pour les entrepreneurs? C'est trop de taxes, trop de réglementation? Quel est le frein principal parmi les freins à l'entreprise? Je pense que les normes sont absolument excessives et que ça crée vraiment un dysfonctionnement. Vous savez, il faudrait un minima de réciprocité. Je veux dire, on laisse rentrer sur le territoire français des produits qui sont fabriqués dans des conditions sociales, environnementales absolument catastrophiques qu'on ne connaît pas. Et à côté de ça, on impose à nos entrepreneurs une qualité, des normes absolument drastiques. Comment voulez-vous que cette compétitivité soit là? Il y a un moment où il faut aussi peut-être prendre ses responsabilités et à minima demander de la réciprocité sur les produits qui arrivent sur le territoire français pour redonner de l'énergie à nos entreprises. Oui, parce que la concurrence est faussée. La concurrence est déloyale. Elle est carrément déloyale. Vous savez, on nous demande de jouer à un jeu, une mondialisation heureuse où tout le monde joue au même jeu, mais on ne joue pas avec les mêmes règles. C'est-à-dire que nous, on nous met un sac à dos et on nous demande de courir un 100 mètres avec des gens qui n'ont pas de sac à dos. Donc c'est quand même un peu compliqué pour nos entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'il faut libérer tout ça, parce que derrière tout ça, c'est quoi? C'est des emplois, c'est de la croissance. Hein. Un pays qui ne fait pas de croissance, c'est un pays qui meurt. Et nous, on a besoin de retrouver de la croissance, recréer de la richesse et donner de l'emploi à nos territoires. Dernièrement, là, cette instabilité politique, comment concrètement elle a pesé sur les entreprises, les entrepreneurs? Elle pèse beaucoup parce que... On est dans l'attentisme. L'attentisme, le moral des Français. Vous avez vu qu'on épargne de plus en plus, donc il y a moins de consommation. Oui. Donc c'est un énorme sujet. Les entrepreneurs ont besoin aussi d'être considérés comme des outils indispensables aujourd'hui à l'économie du pays. Et on a parfois l'impression qu'on est la dernière roue du carrosse, qu'on vient nous voir à la fin lorsqu'on n'a plus d'autre choix que des taxés. Et c'est pas par la taxation, on le voit déjà. Puisque aujourd'hui on est hyper taxé et pourtant ça fonctionne pas, donc il y a quand même un problème. Vous aviez l'air de dire tout à l'heure que vous n'étiez pas assez écouté par Emmanuel Macron. Pourtant Emmanuel Macron c'est plutôt un président pro-patron. Alors je dirais pas qu'on n'est pas écouté spécialement par Emmanuel Macron. Je trouve que aujourd'hui on ne prend pas en considération d'une manière générale les outils que les entrepreneurs pourraient mettre à disposition pour faire. Aujourd'hui par exemple dans l'investissement, il y a des vrais sujets. Les entreprises ont besoin d'investir, ils ont besoin de lever des fonds propres et peut-être qu'il y a des sujets sur lesquels on pourrait libérer l'épargne des Français pour la réfléchir vers l'économie, ce que j'appelle moi réelle, c'est-à-dire l'économie de production. Pareil pour le crédit impôt recherche qui devrait être lié à de la production. Vous avez des solutions à proposer justement pour débloquer cette épargne des Français? Ce serait quoi? Il y a des outils à mettre en place. Reflécher l'épargne des Français vers la production et vers l'économie réelle. Après, c'est un débat politique. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait que les politiques écoutent les entrepreneurs. Je le disais, vous êtes le président de Origine France Garantie. Justement, comment se porte le Made in France là, en 2025 ? Alors le Made in France se porte bien, paradoxalement, parce qu'il y a une vraie prise de conscience. Le consommateur... Vous avez gagné la bataille de l'opinion ? Le consommateur a envie de traçabilité, il a envie de savoir comment est fabriqué les produits, dans quelles conditions. Et puis il y a un vrai sujet, lorsque vous achetez un produit Origine France Garantie, vous savez que derrière tout ça, vous participez au modèle social français. Et ça commence à s'installer dans la population, on le sent bien. On ne peut pas faire acheter des produits qui viennent du bout du monde, qui ne payent aucun impôt, voire pas de TVA quand c'est en dessous de 150 € et que c'est des colis qui viennent de Temu ou de Chine. Et donc ça, il y a vraiment
il y a une prise de conscience de la population, mais il y a un vrai problème de pouvoir d'achat, on le sait, on en est conscient. Oui, parce que voilà, il peut y avoir très bien la prise de conscience, mais après passer à l'acte, sortir l'argent de sa poche pour acheter du produit 100% français, il y a souvent un... Alors il y a deux sujets. Le premier, c'est que déjà, moi j'aime pas tout de suite qu'on oppose, on est tout à fait compétitif à partir du moment où on nous donne des volumes. On nous a demandé de monter en gamme, certes, il faut monter en gamme, mais aussi il faut nous redonner des volumes de production qui nous rendent compétitifs sur des produits de grande consommation. On est en capacité, nous, au sein de nos adhérents Origine France Garantie, d'avoir des produits qui sont tout à fait compétitifs. Après, le deuxième sujet, c'est que je pense qu'il y a une pédagogie à faire, sortir de la société de consommation pour une société de production, consommer moins mais mieux des produits de qualité. Tout ça, il faut aussi le prendre en compte. Des produits locaux. Je pense que les consommateurs et le citoyen aujourd'hui a envie de proximité. Je pense que pour redonner un lien avec la politique, c'est peut-être vers la proximité, le local qu'il va falloir se pencher. Il y a des présidents de régions qui font du bon travail et qu'on essaye de soutenir. Alors moi, je suis aussi cofondateur des Forces françaises de l'industrie, qui est un mouvement d'entrepreneurs, les FFI, pour la réindustrialisation, pour rassembler, comme les FFI historiques, rassembler tout le monde autour de la réindustrialisation des territoires, parce que c'est là que ça va se jouer, c'est dans la proximité, dans les territoires, qu'il va falloir tous se mobiliser pour porter notre sujet. On est à la veille, Gilles Attaf, d'un mouvement de contestation qui appelle à bloquer tout. Quel est votre point de vue, votre regard sur ce mouvement qui est nouveau, donc on va voir ce que ça va donner demain. Vous êtes inquiet ? Alors, je suis très inquiet, d'une part parce que j'ai un événement à Arcachon après-demain, le 11 septembre, à la plage aux entrepreneurs. Donc, déjà, je suis inquiet pour mon événement parce que c'est un formidable événement. On reçoit 500 entrepreneurs pour justement échanger sur ces sujets. Après, d'une manière générale, je suis aussi très inquiet parce que je pense que c'est un mouvement qui est, hélas, parti dans tous les sens. Et, pourquoi dans tous les sens ? Écoutez, au départ, c'était un mouvement citoyen. Moi, j'ai été beaucoup... les Gilets jaunes m'avaient vraiment beaucoup interpellé, ce sujet des personnes qui travaillent, qui n'avaient pas les moyens de vivre décemment dans leur territoire. Ça m'avait beaucoup touché, je trouvais qu'il y avait un vrai sujet. Et là, on voit aujourd'hui que c'est récupéré par l'extrême gauche et notamment par la France insoumise. Et donc, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient montrer que justement il y avait un mécontentement et qu'il fallait voir les choses différemment, et que là aujourd'hui on va aller peut-être vers des affrontements un peu trop... on pourrait repartir dans un scénario de violence. Un scénario de violence, c'est ça qui m'inquiète le plus, parce qu'il y a un vrai sujet qu'il faut prendre en compte. Maintenant, j'ai pas envie que le pays soit à feu et à sang. Puis vous savez, les entreprises souffrent. Donc à chaque fois qu'il y a des mouvements comme ceux-là, on annonce presque 67 000 procédures collectives, dépôts de bilan sur 2025, ce qui est absolument faramineux et colossal. Donc on n'a pas envie que ça accélère encore le mouvement des difficultés d'entreprise. Arcachon, c'est donc la réunion de votre mouvement. Vous êtes 500, c'est ça ? Vous allez débattre de quoi exactement là dans cet événement alors la plage aux entrepreneurs, effectivement, qu'on co-organise avec Origine France Garantie et la mairie d'Arcachon, et je salue le maire Yves Foulon, qui m'a donné toute sa confiance sur ce projet. En fait, on va essayer de tordre justement certains sujets, notamment on va parler de compétitivité du Made in France, on va parler de désirabilité du Made in France, comment rendre le Made in France plus désirable, et puis on va avoir des échanges aussi sur des sujets comme l'énergie. On va avoir des tables rondes absolument incroyables avec Louis Gallois, Pierre Gattaz, Natacha Polony, qui vont justement débattre autour de ces sujets, comment rapidement trouver des leviers de compétitivité pour nos entreprises. Donc ça va être intéressant, puis on va avoir des très belles marques, on a des entrepreneurs fabuleux, on a UPSA qui fabrique tout en France ses médicaments qui sera là, on a des entrepreneurs qui ont des parcours incroyables aujourd'hui comme Philippe Rivière du ACI Group qui est en train de restructurer des filières dans l'aéronautique, la défense dans un moment très délicat. Ça prouve qu'on veut donner de l'espoir. C'est un événement, en tout cas, qui est là pour être très positif, pour montrer qu'on peut encore y croire et que les entrepreneurs sont là pour porter le drapeau. Et ça leur fait du bien aux entrepreneurs de se retrouver? Ça leur remonte le moral aussi parfois quand ils ont des petits coups de mou? Absolument. Oui, c'est drôle parce que c'est la 3e année qu'on fait cet événement avec Origine France Garantie. Et à chaque fois, ça rebooste tout le monde parce qu'on se retrouve, on est capable d'échanger, on échange les bonnes pratiques. Et puis il y a des belles histoires. Le matin, on a trois personnes sur un format qui s'appelle Entre nous, très intimiste, pour savoir
d'où vient votre engagement, où vous l'avez cherché, qu'est-ce que vous avez derrière tout ça. Donc ça redonne beaucoup d'espoir à chaque fois aux entrepreneurs. Et puis il y a un format networking qui est là justement pour faire beaucoup d'échanges, des tête-à-tête avec tous nos intervenants. Vous pouvez rencontrer Pierre Gattaz et plein d'autres. Donc il y a Petit Bateau qui est passé sous pavillon américain. C'était la semaine dernière. Oui. Petit Bateau, c'est une marque de textile. Hein. Vous êtes vous-même dans le textile, hein, emblématique hein, de la France. Quelle réaction? Alors ma réaction première, c'est déjà de dire que Petit Bateau produisait déjà beaucoup à l'étranger, notamment 80% au Maroc. Moi, ce qui m'importe, c'est là où on produit. Hein. C'est pas tant l'origine de la... Encore une fois, une marque française qui produit à l'étranger. Moi, je dis toujours que je préfère une marque étrangère qui produit en France. En fait, moi, ce qui m'importe, c'est le territoire à l'économie et au modèle social français. Voilà. Et ça, c'est important. Alors, bon, Petit Bateau, ça a été repris par des Américains. J'espère que les 20% qui sont encore faits en France vont rester sur le territoire français. Après, moi, encore une fois, je vous le dis, ce qui m'importe, c'est ce qu'on peut générer sur l'économie française et pas l'origine des fonds, mais plutôt l'origine de la production. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Origine France Garantie, parce que nous, on garantit qu'un produit est bien fabriqué en France. Merci Gilles Lataf d'avoir été avec nous sur le plateau du Figaro TV en direct. Merci. Vous vous souvenez sans doute de l'arnaque au faux Brad Pitt. Cette arnaque avait défrayé la chronique, c'était en début d'année. Elle a même fait le tour du monde. La victime, Anne, avait été moquée sur les réseaux sociaux. Elle revient aujourd'hui sur cette incroyable histoire avec un livre. Elle sera sur notre plateau dans un instant. En attendant qu'elle me rejoigne, eh bien, je vous propose d'écouter une autre victime d'une arnaque. Elle souligne les traumatismes engendrés. Ansel came across as very different in terms of how he approached the whole process of chatting with someone who you meet on an app. He appeared very sincere. He said he was looking for something serious. He was always responsive and gave me a lot of time. And then he made it feel like we were working together on addressing my insecurities towards my dreams. The dream was, oh, I'm retiring early, I'm well off. What is your plan? You're going to work for the rest of your life? And I was like, kinda. It's not like, that's where I'm at in life. He's like, oh, you can do better than that. I've made all this money investing. Do you really want to work till you're 65? Like, why don't you just... I'll teach you how to invest. That's how it started in terms of, it started small, like just show me what you're doing. And he's like, yeah, I'll show you what you're doing. And then we made like a couple of trades and I was able to move the money back to my bank account. And then I thought, wow, this is amazing. This is legit. When I realized it was all a scam and all the money was gone, I had proper PTSD symptoms, lack of appetite, couldn't sleep, couldn't eat, couldn't function very well. I still kept my job and like I worked my job and but I couldn't, I was very traumatized. Bonjour Anne de Neuchâtel. Bonjour Emmanuel. Merci d'être en direct sur le plateau du Figaro TV, sur le plateau de Point de Vue. Votre histoire a défrayé la chronique, elle a même fait le tour du monde. Vous avez été victime d'une arnaque montée par des escrocs qui se présentaient comme l'acteur Brad Pitt. On va revenir sur cette histoire, on vous a soutiré beaucoup d'argent. Vous êtes ici car vous venez d'écrire un livre, Je ne serai plus une proie. Je vous trouve très courageuse de revenir sur les plateaux télé et les différentes plateformes, puisque je le disais, vous avez été énormément moquée dans cette histoire, dans cette affaire. Tout à fait. Alors, la plupart me disent que oui, c'est une force que de revenir, mais en fait, cette force, je la puise au fond de moi, non seulement c'est pas uniquement pour moi, mais c'est au nom de toutes les victimes, parce qu'il y en a énormément, et qui se taisent, qui ne disent rien, qui par honte, et beaucoup se suicident également, et on est face à un fléau mondial. Donc j'ai subi, moi... quelque chose d'énorme qui a bouleversé ma vie, mais complètement. Oui, j'ai été au fond du seau, comme on peut l'imaginer, mais c'est surtout faire comprendre aux gens que ça peut arriver à n'importe qui.
peu importe la somme, mais d'être arnaqué et de... Enfin, c'est une grosse machine. Effectivement, quand on vous lit, c'est une grosse machine puisqu'elle est résumée, cette histoire au faux Brad Pitt. En réalité, quand on lit votre récit, eh bien, on réalise qu'il n'y a pas que Brad Pitt, entre guillemets, qui vous parle. Hein. C'est une galerie de personnages. C'est près de 10 personnages qui vont converser avec vous et vous soutirez, je le disais, beaucoup d'argent, plus de 800 000 €. Oui. Tout à fait. Donc je vais en fait progressivement rentrer dans un thriller, un réel thriller. C'est un scénario digne d'Hollywood. Hein. Ah, mais c'est un scénario. Plus fort que la réalité. C'est un scénario digne d'un film, oui. Vraiment. Parce que, alors contrairement à ce qu'on a pu dire, oui, c'est une histoire d'amour, etc. C'est pas du tout le cas. C'est que en fait, moi, j'étais en mode sauveur. C'est-à-dire que ils ont compris que ma fragilité en tant qu'humaine était la maladie. Donc, ils ont utilisé ce biais-là pour m'inventer un cancer. Et là, en fait, après, vous commencez à aider. Et puis, après, ça n'en finit plus. Parce qu'effectivement, au départ, on a dit que vous étiez amoureuse de Brad Pitt. En réalité, vous n'êtes même pas fan de Brad Pitt, non, de l'acteur. J'ai jamais, en fait, non. J'ai jamais été fan vraiment. J'ai vu quelques films évidemment, mais après de dire oui, c'était un joli couple, Angelina et Brad, bien sûr, mais de là à dire être fan de Brad Pitt, non. L'histoire, elle démarre en fait pas du tout avec Brad Pitt tout de suite. Hein, c'est avec une certaine femme qui est la mère de Brad Pitt en fait. Qui prétend être la mère de Brad Pitt. Ouais. Et là, vous vous confiez beaucoup à elle, c'est ça? Pas vraiment, non. Non, je me confie pas vraiment à elle, non, on discute. Et puis, elle va m'envoyer, en fait, elle va m'avoir, en fait, elle insiste pour que je rentre en communication avec son prétendu fils. Oui. Et je dis que non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas. Et puis, elle va finir par m'envoyer un QR code sur Telegram en me disant que elle préfère qu'on discute sur Telegram. Bon, je n'avais pas cette application. J'ai dit, écoutez, je verrai si je la télécharge et si ça vous fait plaisir. Parce que bon, moi, à l'époque, en fait, ça me permettait... Je dialoguais avec des personnes du monde entier par rapport à des photos que je postais de végétation, de voyage, etc. Donc, c'était pas... C'était un peu anodin, entre guillemets. Absolument, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, quoi, c'est ça? Oui. Mais et donc, elle vous propose de discuter sur Telegram, et qu'est-ce qui se passe? Elle m'envoie ce QR code me disant que c'est le sien. Et puis, en fait, j'envoie un petit message tout simple. Bonjour Jeanne, voilà, j'espère que vous avez bien dormi, parce que bon, on était en décalage horaire. Merci de me confirmer que vous avez bien reçu mon message. Cordialement, Anne. C'est tout. Et puis là, 3/4 d'heure après, je reçois un message. Bonjour Anne, ma mère m'a beaucoup parlé de vous, etc. Enfin bon, et là, ça va commencer. Et là, c'est le faux Brad Pitt qui entre en scène, c'est ça? Voilà. Donc là, c'est le faux Brad Pitt. Et donc, vous êtes surprise quand même au départ, non? Ah bah oui, je suis estomaquée. Et puis, ouais, avec beaucoup de doutes. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon, tout ça, c'est raconté dans mon livre, en fait, la manière dont je vais réagir, dont je vais... Et puis bon, il faut savoir aussi que cette histoire m'est arrivée dans une période où j'étais moi-même... fragilisée très, aussi. Très fragile, parce que je venais de découvrir des choses concernant mon ex-mari qui m'avaient démontée, en fait, qui m'ont littéralement mise à terre. Et cet état de fragilité, finalement, vous le communiquez entre guillemets à ces interlocuteurs qui oui, c'est ça? En quelque sorte, mais pas jusqu'à raconter les détails. Non, je vais pas raconter les détails que je vis et non, du tout. C'est que on va discuter de tout et de rien. Au départ, on est potes, en fait. C'est tout bête. Des discussions qui vont durer. Vous n'êtes pas étonné de parler avec Brad Pitt, star mondiale En fait, si oui, bien sûr que je suis étonnée. Mais après, il y a l'autre, le fond de moi qui me dit, bon, peut-être que finalement, il recherche
autre chose, de parler avec quelqu'un d'autre que dans son monde. Enfin, j'ai des moments où je vais me dire ça, d'autres moments je dis mais n'importe quoi. Enfin, c'est très... Vous êtes partagés et vous alternez. Mais complètement. Enfin, ces discussions, elles sont intenses. Enfin, il y a beaucoup, comment dire, c'est fréquent. Quelle place ça prend dans votre vie en fait? Ça prend toute la place. C'est-à-dire que... Ça veut dire concrètement, en fait, c'est des heures et des heures derrière son Non, écran. c'est tous les jours, je reçois des messages et même quand je vais le bloquer, en fait, tous les jours, en fait, ça devient du harcèlement. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on réalise en lisant votre histoire. Je le disais, il y a plein de personnages, il n'y a pas que Brad Pitt, mais c'est aussi une forme d'harcèlement parce que vous bloquez. Les conversations. Et alors, quand vous bloquez sur un canal, ça ressurgit sur un autre, c'est ça? Absolument. Et puis, si c'est pas lui, c'est un autre personnage. Donc, ça va être le médecin, ça va être le faux Jérémy Kleiner, ou alors le faux Rob O'Malley. Enfin bon, ça va être Chilo. Même en novembre dernier, alors que depuis l'année dernière, en juin, j'ai tout stoppé. J'ai un faux Knox qui va, papa était alors que tout était déjà fini, des enfants de Brad Pitt, c'est ça. Papa était en vacances avec moi, il est malheureux, etc. Enfin bon, voilà, je réponds même pas. Maintenant, je bloque tout. Enfin, tout est bloqué. Mais en fait, il trouvait à chaque fois une porte. Et en fait, ils arrivaient à me culpabiliser. Et le problème, c'est que quand on met un pied dedans, en se disant, voilà, on aide la personne. Je l'ai aidé au départ et puis on va me sortir que finalement ça n'a pas marché la première greffe, il faut une deuxième, et là je suis estomaquée par les montants, etc. Et puis, parce que j'allais dire ça, les montants sont faramineux. Oui. Alors, vous avez perdu 830 000 euros. Alors il y a beaucoup de bean count au départ et après il va y avoir des virements. D'accord. Donc il y a 13 gros virements, mais il y a beaucoup de bean count. Là, en fait, il faut savoir que la banque en question, déjà, je reçois donc cet argent-là, c'est l'indemnité compensatoire que j'avais reçue de mon ex-mari. D'accord. Je vais faire virer plus de la moitié d'un million d'euros sur un compte à Maurice. Et je n'ai pas eu un seul conseiller bancaire. Est-ce que vous pouvez croire à ça? C'est-à-dire que je me suis déplacée 5 fois à la banque en disant « Mais qui s'occupe de mon compte? Qu'est-ce que vous me proposez comme placement ?» etc., etc. Personne ne m'a appelé. Oui, on va vous appeler, etc. Personne de chez personne. Vous avez lancé une procédure vis-à-vis de la banque ? Alors, c'est en négociation actuellement parce que on peut découvrir dans le livre, parce que c'est bien notifié, toutes les erreurs, les défaillances de vigilance de la banque. Alors, il y a effectivement ces sommes faramineuses. Il y a aussi des photos envoyées par ce faux Brad Pitt et des photos qui laissent songeur. Vous, quand vous les recevez, c'est ce que vous racontez, vous n'y croyez pas. Ouais. Mais néanmoins, vous passez à l'acte, vous payez, c'est ce que je veux dire. C'est fou parce que, en fait, ils arrivent à vous isoler tellement que... oui, il y a les photos grotesques qu'on a pu voir, par exemple, celle avec les tuyaux, là, c'est vraiment... ça, bien sûr, je vais dire, mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ce tuyau? Qu'est-ce que c'est que ce... Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas. Comme l'opération, je dis, mais non... Celle-ci, là, en l'occurrence, c'est ça. Oui, tout à fait. Je dis, mais attendez, il y a un montage grossier. C'est n'importe quoi. Mais comment ils réussissent alors à vous faire... Eh bien, à chaque fois... oui, alors là, c'était le docteur Hatem, le faux docteur Hatem, qui existe. Je veux aussi qu'on comprenne qu'à chaque fois, je fais des recherches sur les personnages qui rentrent dans qui rentrent en scène dans votre discussion. Voilà. Et en fait, je vais faire des recherches, même sur Google Maps, sur les adresses qu'il va me communiquer, etc. Et à chaque fois, ils arrivent à crédibiliser, en fait, c'est ça, leur personnage ou les lieux, c'est ça? Tout le temps. C'est un espèce de labyrinthe où je n'arrive pas à sortir de là.
Moi, j'ai appris aussi que vous aviez créé une page Facebook, une page qui s'intitulait « Attention, arnaque au faux Brad Pitt ». Oui, oui. Et que, bizarrement, personne n'a consulté, personne n'a... Voilà. Alors, j'en profite pour rebondir sur ce sujet, parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à plusieurs problèmes. D'accord ? Donc, que ce soit au niveau des banques, de la justice, qui fonctionne très mal en France, mais aussi les réseaux sociaux qui alimentent ces brouteurs. Toutes les arnaques, la majorité des arnaques proviennent justement, il y a un déclencheur, c'est les réseaux sociaux. Et alors, moi aujourd'hui, je suis en train de faire un dossier sur Facebook d'ailleurs. Tous les jours, c'est pas compliqué, vous avez un nouveau Brad Pitt, si c'est pas 2 ou 3, qui crée une page. Est-ce normal ? Non, ce n'est pas normal. Donc là, c'est la responsabilité des plateformes, c'est ce que vous vouliez dire. Voilà. En fait. Et en fait, ils acceptent en fait que n'importe qui puisse ouvrir un compte au nom de n'importe qui, et encore pire, au nom d'une célébrité, alors que... comment ils peuvent eux-mêmes, la direction, peuvent se dire qu'il y a des milliers de pages de Brad Pitt, alors que Brad Pitt ou Keanu Reeves ou même les autres ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, à un moment donné, en fait, il va falloir que cela cesse, parce que ça ne fait qu'alimenter, parce que malheureusement, il y a des gens naïfs encore, et ça continuera de plus en plus avec l'IA. Et moi, j'aimerais... alors, je suis toute petite dans ce monde et avec mon histoire, j'en profite pour dire que si on arrivait à mettre en place aujourd'hui un système pour ouvrir un compte sur un réseau avec une pièce d'identité, avec une reconnaissance faciale ou limite un acte de naissance, on limiterait mais largement toutes ces escroqueries. Il y a plus de réglementation Tout à fait. Sur les réseaux sociaux. Votre histoire, où en est l'enquête ? Qui sont les escrocs ? Est-ce que vous pensez revoir un peu une partie de l'argent que vous avez donné ? Oui, l'enquête est en cours. J'ai un très bon cabinet d'avocats qui s'occupe de l'affaire. On a le rapport d'enquête qui a été réalisé par Marouane Ouarab de MySkymer. Qui vous a accompagné. Voilà, qui m'a accompagné et que je remercie, j'en profite dans cette émission. Il a fait un rapport d'enquête en novembre 2024. Nous avons depuis 2024 donc l'adresse, l'argent que détiennent ces 3 escrocs. Ils sont jeunes, ils sont du Nigeria. Du Nigeria. Ils sont 3. Ils étaient 3. Oui, 3. Et ils ont entre eux, tenez-vous bien, 20 et 22 ans. Ils ont une maison, 3 maisons sur un terrain. Pour le Nigeria, c'est des rois, en fait. Et il y a donc tellement... vous avez leur localisation, leur adresse, c'est ça ? Oui, on a leur adresse. Mais malgré ça, et on a même, Marouane Ouarab a réussi à obtenir l'identité, les photos de 2 des 3 escrocs. Et malgré ça... Ils sont toujours libres et ils sont toujours actifs sur Facebook. Mais la police française enquête actuellement mais sur la votre police dossier ? Oui, mais la juge d'instruction m'a dit que de toute façon, il est très peu probable que la France arrête ces escrocs parce que c'est l'Afrique. Alors ma chance, c'est que ma première plainte, je l'ai déposée en Afrique, à Abidjan. Et donc je suis en relation avec le cybercriminalité d'Abidjan, qui m'a appelé récemment et qui m'a dit clairement qu'il travaillait en étroite collaboration avec le FBI. Parce qu'il y a eu beaucoup trop d'usurpation d'identité, entre autres les médecins, Brad Pitt, et toute la famille quasiment Pitt. Donc du coup, je pense qu'ils sont intervenus. Et donc là, ils m'ont dit, de toute façon, on est en bonne voie pour les arrêter. Donc moi, oui, évidemment, moi, je rêve que d'une chose, c'est de les voir menottés et envoyés en prison et extradés aux États-Unis, parce que comme ça, la peine sera vraiment lourde. Et bien sûr, j'attends réparation des manques de vigilance des banques. De quoi vous vivez aujourd'hui, Anne ? De quoi je vis ? De pas grand-chose. De pas grand-chose. On le rappelle, c'est 830 000 euros, c'est ça, qui sont partis. Oui. Alors, c'est pour dire,
parce que bon, j'ai vu des écrits, enfin des commentaires en disant oui, elle était avec un multimillionnaire, elle voulait plus. Absolument pas. Si j'avais été vénale un tant soit peu, je n'aurais jamais donné un centime. N'êtes-vous pas d'accord ? En tout cas, vous racontez votre histoire, votre version, enfin ce que vous avez vécu dans ce livre. Je ne serai plus une proie. C'était aux éditions Allysion et vous revenez sur cette manipulation. C'est manipulation et arnaque. C'est effectivement digne d'un thriller. Les victimes d'arnaque en France, c'est 300 000 personnes. C'est énorme, c'est énorme. Et 80% des arnaques sentimentales touchent des femmes de plus de 50 ans. Merci d'avoir été en direct avec nous, Anne de Neuchâtel. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité et on se retrouve demain en direct à midi. D'ici là, passez une bonne journée avec le Figaro TV.